Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoises, nous sommes apparemment fin novembre, la saison suit son cours. Bienvenue pour ce 90e épisode de Brest On Air. Épisode pluvieux, épisode venteux, mais toujours la même équipe. Évidemment pour ce début de saison 5, nouveau jingle, voilà, nouvelle tête, nouveaux joueurs, nouvelle saison bien sûr. Fanch, Yann par contre toujours là, la même équipe. Comment allez-vous messieurs? J'imagine que vous passez des vacances ensoleillées du côté de la cité du Ponant, comme tout à chacun. C'est un peu triste ce que nous voyons actuellement par nos fenêtres. C'est triste et on espère que le Stade Brestois va venir apporter un petit peu de soleil dans nos cœurs parce que pour l'instant c'est assez morose. Comme Steven Joseph. Tout à fait, qu'on salue. C'est un joueur de Milizac bien sûr. Yann, comment vas-tu? Ça va, effectivement la pluie a un autre avantage, c'est qu'on se rend compte qu'on se fait très chier quand il n'y a pas de Ligue 1 et quand il n'y a pas de Stade Brestois, donc voilà, on est le 2 août au moment où on enregistre. Et bien sûr l'occasion de saluer Martin Satriano, qui a voulu volontairement signer à Brest et qui se retrouve avec sans un jour de soleil peut-être depuis qu'il est arrivé. En tout cas, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est terrible. C'est terrible. La Ligue 1 qui reprend, c'est beaucoup moins terrible. C'est très très sympa. La préparation suit son cours. Des matchs amicaux ont été joués. Des joueurs qui arrivent, des joueurs qui s'en vont. Ça, on retrouve le parfum du football. Il y a un mois et demi, on avait quitté le Stade Brestois. On était content que ça se termine. On avait quand même besoin d'une petite période, on va dire, de transition, d'avaler ce qu'on avait vu cette saison. Mais tout de suite, là, on arrive fin juillet, début août, on a envie, on retrouve le Stade Brestois et on a vraiment envie que ça commence, franchement. Oui, tout à fait, on a envie que ça commence. On a envie de voir un petit peu ce que ça peut devenir en fait cette équipe, tout simplement après les matchs amicaux qu'on va peut-être revenir rapidement dessus, qui ont été plutôt mitigés dans le jeu, mais dans les résultats c'est assez correct. Notamment une belle prestation face à Guingamp. On verra ce que ça donne contre Cagliari, mais tu as tout à fait raison, on a très hâte de voir le championnat de Ligue 1 redémarrer. C'est toujours un petit peu comme la rentrée, au début tu as envie de voir les nouvelles personnes qui va y avoir dans ta classe. Là c'est pareil, on va voir les nouveaux joueurs. Et je ne sais pas si on peut être optimiste pour l'instant, parce que le mercato moi me laisse un petit peu perplexe, on va en parler. Mais en tout cas, j'ai très envie de revoir le Stade Brestois contre Lens le 13 août prochain. On va parler des matchs amicaux, notamment Yann, puisque tu étais sur le match contre Guingamp, dont parlait Fanch. On parlait justement Fanch parlait d'une prestation plutôt convaincante, notamment en première période, il me semble. Qu'est-ce que tu as pu en penser avec des pincettes, bien sûr. On sait que c'est des matchs amicaux, que ça ne représente pas nécessairement ce qui va se passer durant les premiers matchs de la saison. Mais bon, il faut bien en parler. C'est tout ce qu'on a sous la main finalement au niveau du jeu et des nouveaux joueurs notamment. Oui, préciser que c'était le dernier match amical de Guingamp. Donc eux étaient peut-être en configuration compétition ou du moins étaient supposés l'être. Après il y a du coup une semaine de préparation en plus. Normalement tu es censé, c'est un peu ce qui va se passer je crois avec Cagliari qui démarre son championnat un peu plus tard. C'est ce qui se passait généralement avec les clubs espagnols qui reprennent plus tard que les clubs français. Donc normalement il y a Brest a un certain avantage sur ce dernier match amical, comme Guingamp en avait un sur Brest la semaine dernière. Voilà, et c'est ce que je disais aux amis avec qui j'étais allé voir ce match. En 5 ans de matchs amicaux Guingamp-Brest, c'était la première fois où ça paraissait aussi net que Brest était une équipe de Ligue 1 et Guingamp une équipe de Ligue 2. Il n'y a pas eu de match en fait, il y a eu certes que 1-0 pour le Stade Brestois, mais à aucun moment Guingamp n'a été vraiment dangereux, surtout en première mi-temps. Première mi-temps, c'était assez impressionnant et ça m'a un peu rappelé le Brest-Rennes qui a eu lieu 3 jours avant en inversant un scénario. Puisque oui, contre Rennes, par contre, on s'est fait marcher dessus, ce qui
sur le papier n'est pas choquant parce que voilà, Rennes, ça reste une équipe qui doit viser le podium cette saison. Brest ne va pas viser le podium cette saison. Ça, on peut le dire. Sur les amicaux, on peut le dire. Et contre Rennes, on peut aussi tempérer par le fait qu'il y avait Jonas Martin qui était titulaire, qui n'avait pas joué depuis un bon moment, qui était au milieu de terrain, que Martin Satriano est entré, il a joué à gauche. Bon, c'était, je pense, un match d'adaptation. Il y a eu 4 périodes de 30 minutes, si je dis pas de bêtises. C'était un petit peu moins format compétition que contre Guingamp, où déjà on a pu voir, je pense, une équipe qui, elle pourrait totalement être alignée en Ligue 1. Je pense que Yann, tu me diras ce que tu en penses, mais si on part avec le même 11 contre Lens, à 1 ou 2 éléments près, je ne serais pas surpris. Oui, je pense qu'on aura déjà la réponse à ça Cagliari, parce que logiquement, ce sera l'équipe type. Et puis même, je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un 11 type qui tient la route et qui en même temps se démarque assez facilement. Il y a assez peu de doutes sur qui devrait démarrer. Oui, de toute façon, on n'a pas non plus un banc stratosphérique. Il y a 2-3 postes où c'est évident, 1 ou 2 peut-être devant et au milieu de terrain où ça allait un peu moins, mais clairement, il y a pas non plus une concurrence de zinzin dans l'effectif. Donc le 11 se dessine finalement assez facilement et quelques éléments vont venir se greffer à ce 11 peut-être au fil du mois d'août. Avant de revenir au 11 et de discuter de ça, peut-être faire un petit point sur les derniers mouvements qui ont eu lieu depuis la mi-fin juillet. Donc on a assisté déjà au retour de Bradley Loco pour 500 000 euros qui revient à Brest après donc son prêt de 6 mois où il avait finalement très peu joué. Il avait fait que 2 matchs en tant que titulaire, je crois. Donc il te revient à Brest pour être donc latéral gauche et numériquement remplacer Jean-Kévin Duverne. Il y a également la signature prochaine, alors elle n'a pas été officialisée en ce 2 août, à l'heure où on enregistre le podcast, mais donc d'Adrien Lebeau, qui devrait s'engager avec le club d'après Ouest France. Donc, il a 24 ans, il était libre. Lui, c'est plutôt en doublure de Kenny Lala, si j'ai bien compris. Donc là, pareil, pour moi, on fait c'est sacrément moins bon que Fadiga qu'on avait à la place, et moins prometteur. Il y a la presse qui nous révèle que le club a reçu des offres pour Mbok, donc 1,5 million. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous vendez ou pas. 1,5 million pour Mbok de la part d'un club israélien, donc d'Haïfa. Brassier 4 millions de la part d'un club allemand. Et des intérêts pour Dembélé, de Blackburn notamment, et Tyrick Arconte qui a eu des offres de prêt de Pau et Rodez. Il a refusé ça. Et j'ajoute également que Christophe Herrel a été invité à trouver un nouveau projet. Donc tu disais que le banc n'était pas extraordinaire. Et pour autant, d'autres joueurs pourraient quitter le club. Donc on peut s'attendre à des mouvements assez importants. Au rayon des très bonnes nouvelles, on a la prolongation de Marco Bizotte, évidemment. Ça, c'est vraiment la grande nouvelle du mercato, je pense, avec le retour de Martin Satriano, donc jusqu'en 2026. Et aujourd'hui même, le départ de Jere Uronen pour la MLS aux États-Unis. Et donc Charlotte pour 600 000 euros. Oui, c'était drôle parce que la rumeur principale pour Bradley Loco, elle l'envoyait à Charlotte. Donc, on se rappelle, très bonne sortie d'un de nos consultants qui disait ne pas comprendre pourquoi Bradley Loco reviendrait. Il est revenu, je comprends toujours pas pourquoi, tant mieux pour lui. C'était catastrophique contre Guingamp. On va pas l'enterrer, mais wow, c'était pas le début du siècle. Mais voilà, c'est finalement la seule arrivée notable qu'on a de ces derniers jours, parce que Adrien Lebeau, je pense qu'on le prend un peu au cas où. L'idée, c'est pas d'en faire une doublure, mais peut-être même un numéro 3, même si c'est vrai qu'il est intéressant sur les amicaux. Sur le papier, c'est pas un joueur qui jouera en Ligue 1. Je peux me tromper. En tout cas, a priori, il a gagné sa place, puisque les premiers retours qu'on avait, c'était que lui et le Turc, là dont j'ai oublié le nom, aucun des deux ne signerait. Donc, a priori, c'est qu'à l'entraînement, ça doit gazer aussi. Et en match, effectivement, sur ce que j'ai vu, alors c'est très très restreint, mais c'était plutôt pas mal. Oui, passe décisive sur le premier match contre Avranches aussi notamment. Bon, voilà, s'il a gagné sa place, on sait très bien que Brest n'est pas Crésus actuellement, loin de là. Mais gratuitement, un joueur de complément qui jouait quand même en D3 allemande, donc le palier pour aller en Ligue 1 va être assez costaud, mais bon. Et je crois qu'il jouait ailier en plus en D3 allemande, donc bon. C'est ça. C'est un nouveau projet pour notre ami Adrien. C'est ça. On espère qu'il embrassera ce nouveau projet en allant chez le coiffeur, notamment, lui aussi. Mais c'est un ami qui me le signalait qu'il a quand même 2 points communs avec Bruno Grougis, c'est-à-dire une coupe de cheveux un peu douteuse et une qualité sur coup de pied arrêté. On l'a vu contre Guingamp, c'est un bon tireur. Donc, je ne sais pas quel temps de jeu il aura à Brest. Je ne serais pas surpris qu'il ne joue pas 1 minute, mais bon, en tout cas, tant mieux pour lui, tout simplement, qu'il ait pu signer. Des offres pour Mbok et pour Brassier.
Alors, 1,5 million pour Mbok, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une aubaine. Oui. Je serais par contre de le voir rester, mais en fait, 1,5 million, ça ne se refuse pas quand tu es Brest. Maintenant, à lui de signer ou pas en bas du contrat, hein, c'est toujours la même chose. On ne peut pas non plus le forcer à signer en Israël. Par contre, Lilian Brassier, effectivement, l'année dernière à la même période, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je dis non. Lilian qui doit par la force des choses, presque devenir le taulier en défense centrale cette saison. D'autant plus qu'un défenseur central gaucher, ça ne court pas les rues. Donc, pour moi, un des joueurs qui doit passer à un cap finalement et confirmer sa demi-saison, ses matchs retour de l'année dernière et idéalement à Brest. Oui, je crois que c'est le Télégramme qui avait annoncé ces offres-là. Le Télégramme précise que Brassier ne partira pas sauf offre exceptionnelle. C'est quoi une offre exceptionnelle pour Brassier? Par exemple, est-ce que au double, c'est-à-dire 8 millions, vous le lâchez ou pas? L'article dit que l'offre exceptionnelle, ça correspond à 8 millions d'après le club, justement. Oui, mais d'après nous. Moi, 8 millions, oui, Brassier, 8 millions, oui, au revoir, évidemment, oui. Oui, quand même. Après, 8 millions, oui, mais il faut déjà avoir le remplaçant sur les tablettes. C'est ça. Il doit signer dans les 2 jours. Ouais. Non, moi, même 8 millions, c'est non. C'est 10 ou rien. Voilà, grand espoir pour Lilian Brassier cette saison, on peut le dire, contrairement à Mbok. Voilà, moi, je pense pas qu'il ait tant de jeu, en fait. C'est pour ça que c'est d'autant plus inespéré, 1,5 million. Le mec n'a pas sa place dans la rotation, même. Donc, voilà. Non, mais au-delà du 1,5 million, on le voit sur les matchs amicaux, le mec a quand même fait une saison en Ligue 2 assez complète avec Caen, et il revient, je sais pas, j'ai l'impression de voir exactement le même joueur que il était à Brest la saison d'avant. Il n'a pas du tout progressé en fait dans l'impact, dans la concentration, j'ai pas du tout l'impression de voir un joueur qui s'est aguerri. Donc même 500 000 euros, la moindre pièce, je la prenais pour lui, quoi. La moindre pièce, tu la prends aussi pour Karamoko Dembélé, hein, donc. Ah, même 100 pièces, hein, là pareil, je veux dire, à un moment donné, faut passer à autre chose. Je sais pas sur lequel des deux on peut avoir de l'espoir. À la limite, pourquoi pas les prêter, si vous voulez, on les prête, on voit ce que ça donne dans un autre club. Mais si on doit compter sur Karamoko Dembélé et Tahir Carcon sur notre banc de touche cette année en Ligue 1, pour moi, c'est quand même extrêmement faible. C'est extrêmement fragile. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Autant des joueurs comme Del Castillo, comme Mathias Pereira, etc., sur le terrain en tant que titulaire, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est du niveau Ligue 1. Autant sur le banc, il y a un décalage assez important entre nos titulaires et nos remplaçants. Et ça m'inquiète beaucoup. Par contre, sur les quelques entrées qu'il avait pu faire la saison dernière, c'était pas déconnant, je trouvais. Il y avait beaucoup d'envie. Je pense qu'il avait un peu la fougue de la jeunesse, mais il courait un peu partout. Il se dépensait sans compter et presque trop, hein, finalement, pour être ensuite lucide de ce qu'il devait faire de bien. Mais pour le coup, c'est vraiment le type de joueur qu'un prêt pourrait faire du bien. Alors je crois qu'il n'était pas contre un prêt, je crois surtout qu'il attendait mieux que Pau et Rodez. Après, je suis pas sûr qu'il est mieux que Pau et Rodez, donc. Moi, je pense que si, il peut, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui avait fait une bonne saison à Ajaccio quand Ajaccio est monté, donc il peut avoir un club moyen haut de tableau de Ligue 2. Parce que voilà, il refuse Pau et Rodez, c'est pas il refuse la Ligue 2, il refuse 2 équipes qui vont se battre pour ne pas finir dernière avant dernière. Je serais pas surpris, bon, peut-être pas Caen, mais une équipe comme ça qui vise un top 10 en Ligue 2, ça lui conviendrait, je pense. Après, moi, j'aurais bien envoyé à Concarneau, parce que. Ça serait bien aussi. Monsieur Le Mignon. Oui, voilà, c'est surtout ça, parce que déjà, il jouerait pas mal, je pense, et il serait encadré par un entraîneur qui est plutôt solide et qui a l'air d'avoir fait du très bon travail avec Axel Comblan, qui pour le coup, lui, est pas mal à son avantage sur la préparation, avec notamment un but contre son ancien club, justement, et plutôt un joli but. Je sais pas s'il a joué contre Guingamp pas mal. Il a joué 45 minutes, on l'a peu vu, notamment quand on est passé à gauche. Voilà, bon, c'était une deuxième mi-temps un peu particulière où Brest était en gestion, on va dire. Mais voilà, peut-être pour conclure sur le départ, effectivement, on est en train de dire que la plupart des joueurs, on les laisse partir, mais il y a quand même cette problématique, c'est la problématique numérique. C'est-à-dire que si tu laisses partir tout le monde comme ça, t'as plus beaucoup de joueurs pro, en fait. Et ça pose des soucis, bon, évidemment, pour jouer, mais ça pose des soucis à l'entraînement au quotidien. Je sais que c'était un des reproches de Michael Zakarian, je sais plus si c'était l'an dernier ou l'année d'avant. C'est compliqué quand tu as 15-16 joueurs seulement à l'entraînement au quotidien. Donc, il y a 2 solutions. Soit tu fais monter des jeunes, soit il faudra recruter d'autres personnes et visiblement avec 0 peanuts.
Je pense que l'idée principale, c'est de faire partir les gros salaires. C'est pour ça qu'Erel, on lui a demandé de trouver un nouveau projet. Je ne serais pas surpris que ce soit la même chose dans une moindre mesure pour Steve Mounier. On n'a peut-être pas demandé à Mounier de partir, mais en tout cas, s'il y a une offre ou à quelqu'un qui s'intéresse, on va, je pense, discuter. C'est vraiment la masse salariale qui semble poser problème. Et c'est d'autant plus étrange qu'on ait recruté des joueurs comme Belaïli ou Slimani l'année dernière. J'ai l'impression qu'on pourrait, alors ça a échoué sur le plan sportif, mais qu'on pourrait plus du tout le refaire cette année. Et je me demande où part l'argent, toujours, hein, je pense que je vais le demander à chaque podcast, mais où va l'argent? Où va l'argent? Non, mais c'est vrai. Répondez. Visiblement, l'argent ne va pas dans les nouveaux maillots, hein, ça on peut le dire. Ah non, ça c'est sûr. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de rentrée d'argent grâce aux nouveaux maillots. Non, alors les nouveaux maillots, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, alors le domicile me choque pas tant que ça, parce que bon, on est habitué tous les ans à avoir plus ou moins la même chose. En revanche, l'extérieur, remettre exactement le même que 2021, c'est un petit peu se moquer du monde. Après, pour moi, c'est pas dramatique, les maillots, c'est pas vraiment quelque chose de fondamental. Je m'en fous un peu pour tout dire, mais c'est quand même un manque de vision marketing du club. Oui, c'est surtout ça, voilà. Au final, on jouerait avec un t-shirt rouge, on soutiendrait l'équipe autant. Ça va pas changer grand-chose, mais effectivement, c'est une source de revenus comme peut l'être une autre. Donc, on peut pas non plus faire n'importe quoi avec des maillots, quoi. Plus le maillot est beau et plus, on va dire, peut-être il se rapproche aussi de sa communauté. Il peut y avoir des symboles dessus ou quelque chose un peu de créatif, et plus le maillot va se vendre. Et plus le club aura des recettes dessus. Donc on peut pas négliger un maillot comme ça et littéralement se faire chier dessus par Adidas. Déjà, ça arrive le 28 juillet, 27 juillet, fin juillet. On était peut-être le dernier club de Ligue 1 à présenter ses maillots. Ça va 2 minutes, quoi. À un moment donné, il faut changer, il faut arrêter des Nike, il faut arrêter des Adidas, alors qu'à chaque fois, on se fait chier dessus. Enfin, on se fait chier dessus par ces marques. Je pense que le club a aussi sa part de responsabilité, hein, parce que d'autres clubs sont chez Adidas. Je prends l'exemple d'Ajaccio qui a présenté son maillot il y a déjà 1 mois et demi. Strasbourg, c'est pareil, ils avaient présenté leur maillot très tôt. Lyon, avec Adidas, avait présenté le maillot très tôt. Je me demande dans quelle mesure on accorde un intérêt prononcé aux nouvelles tenues du côté du Stade Brestois. Et quand tu vois la disposition des logos, des sponsors, etc., c'est vraiment, on dirait qu'on a dit, tiens, au stagiaire qui est à côté, tiens, vas-y, fais le template du maillot vite fait. Adidas a besoin de ça pour fin juillet. Et moi, je trouve ça scandaleux, hein, de cette vision, mais même cette vision globale du marketing autour du Stade Brestois et de la communication. Alors pas la communication forcément sur les réseaux sociaux, qui je trouve s'améliore notamment via les vidéos qui sont assez sympas, qui sont faites, les annonces de transfert, les prolongations, tout ça, on voit qu'il y a du travail et que c'est bien fait. Mais les trucs qu'il y a autour du club, bon, les flammes et les tap-tap, on en a déjà parlé, mais ça fait partie de tout ça à mon sens. Et il y aurait des choses à refaire et des choses à revoir. Et je pense que tout le monde, quand on voit les gens qui en parlent sur Twitter, sur les réseaux, ou même quand on en parle avec les gens simplement dans la rue, tout le monde est d'accord pour dire que Brest est très en retard par rapport aux autres clubs de Ligue 1 sur ce point-là. Et il y avait l'exemple du nouveau logo là qui était très bien, qui était notamment sur des tenues. Alors, peut-être pas sur les maillots extérieurs, peut-être. Je crois qu'il était bien sur le maillot bleu. Il est aussi notamment sur les quelques, on va dire, vêtements de la vie de tous les jours entre guillemets, qui sont vendus à la boutique. Voilà, c'est une idée. Le logo, on ne demande pas de changer de logo du club, on demande juste de peut-être l'utiliser un peu plus, puisqu'il a l'air de faire l'unanimité. On le trouve très bien dans cette conversation. Donc voilà, trouver des choses pour activer des leviers, pour trouver des recettes dans un club qui n'en a pas. Et effectivement, si on continue comme ça, où va l'argent? Il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent, donc il va nulle part, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de rentrée d'argent, donc il ne peut pas aller quelque part. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas galvauder une sortie de maillot. Quoi. C'est quelque chose qui... Et en plus, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus dans la rue, sur les gamins en vacances. J'ai l'impression que c'est de plus en plus quelque chose qu'on porte volontiers dans la rue, on va dire. Un objet de mode. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc... voilà, ça peut faire aussi. Il y a pas mal de collectionneurs entre guillemets, mais qui achètent des maillots parce qu'ils sont beaux. Il y avait l'exemple de Venise, par exemple, qui avait sorti un beau maillot. Voilà, il y a des gens qui n'ont aucun lien avec Venise qui l'ont acheté juste parce qu'il est beau. Alors, pour prendre un exemple personnel, moi, je comptais acheter le maillot de Satriano parce que j'aime beaucoup le joueur.
Et j'aime beaucoup ce qu'il représente. J'aime sa façon d'être, sa façon de se battre sur le terrain. Et je pense qu'il correspond bien aux valeurs du Stade Brestois. Et ça m'a encore plus fait plaisir de voir qu'il avait refusé des clubs pour venir à Brest. C'est suffisamment rare pour le signaler. Je comptais vraiment acheter le maillot, peu importe le prix du maillot. Mais là, quand j'ai vu ce que le club avait fait, l'idée m'est totale. Enfin voilà, je le prendrai pas. Clairement, je vais économiser les 95 €, plus le flocage, plus le machin. Brest n'aura pas mes 100 et quelques euros à cause justement du manque d'investissement sur le maillot. Idem, j'irai pas au match amical contre Cagliari. Alors c'est tout con, mais payer 5 € un match, ça me dérange absolument pas. Il pouvait être à 25 balles le match, j'aurais pu y aller. Mais quand le prix des abonnements ne baisse pas pour 2 matchs en moins, la moindre des choses, c'est d'inviter tes abonnés, je pense. Et cette fidélisation uniquement du partenaire et Brest, alors ce qui m'agace, en fait, c'est le double discours. On a un club populaire, on a un club proche des gens. En fait, non, c'est faux. C'est entièrement faux. Brest n'est pas un club populaire, Brest n'est pas un club proche des gens. Brest est un club proche de ses partenaires et des gens qui donnent de l'argent, mais n'est pas un club qui est proche des gens justement qui n'en ont pas. Et ça me dérange beaucoup. Donc la saison va démarrer avec ces nouveaux maillots, ces nouveaux t-shirts rouges, Il manque le t-shirt noir. Oh là là, le t-shirt noir. Je pense qu'on l'aura samedi. Qu'est-ce qu'on va se taper encore comme. Oui, et puis même, alors là, je sais pas si c'est moi qui ai fabule, mais sur le timing, on révèle le maillot de Rennes, le maillot rouge la veille du match contre Rennes qui joue en rouge, et le maillot. En gros, t'as l'impression que les mecs se sont réveillés en mode ah merde, on joue avec ces maillots demain, faut l'annoncer, tu vois. Même Satriano a été présenté avec le maillot de la saison dernière. Ça n'a pas de sens. Ça manque de c'est nul. C'est pas sérieux, c'est pas pro. T'as pas l'impression qu'on est dans un club où tu vois des trucs, honnêtement. Je regarde un petit peu, moi, ce qui se fait en social media, communication digitale dans les autres clubs. Mais tu vois des trucs, mais sans aller jusqu'à ce que fait, je sais plus c'est quel club, c'est Burnley ou je sais plus quel club qui fait des trucs assez cool. Mais il y avait Reims, il y avait Lens qui travaillaient bien. Reims, absolument. Regardez, alors moi je suis un petit peu Plymouth parce que qui ont d'ailleurs des superbes maillots alors qu'ils n'ont pas des couleurs très très belles. Mais c'est Macron, je crois. Macron, c'est aussi la GIA. Enfin, t'as des trucs qui sont vraiment assez simples à faire, qui demandent pas plus d'argent, mais qui sont faits avec des idées et avec de l'investissement et avec une volonté, je pense, du travail en amont de recherche, de réflexion pour lier ta communauté, tes suiveurs, de tout âge. Il n'y a pas que les gens sur les réseaux sociaux. Il faut penser aussi aux gens qui ne sont pas sur Internet forcément, qui viennent au plat. Mais il n'y a pas assez de choses à Brest qui sont faites. Il n'y a rien en fait quand tu viens au Stade de Brest. Quand tu vas voir dans d'autres matchs ailleurs en Ligue 1 ou à l'étranger, je sais pas, moi j'étais voir des matchs à droite à gauche, un peu partout en France. J'ai l'impression qu'à Brest, quand tu vas voir un match, il y a beaucoup moins de choses qu'ailleurs. Il y a beaucoup moins de choses qu'ailleurs autour du match. J'ai été à Strasbourg, j'ai été à Nantes, j'ai été à Lille, peu importe, mais Brest n'a pas évolué depuis, n'a pas surfé sur ses 5 ans de Ligue 1 pour progresser. Et moi, ça m'énerve. Autant j'étais plutôt gentil sur les premières saisons en Ligue 1 parce qu'on avait peut-être d'autres chats à fouetter, mais là, il est temps de se mettre à la page, je crois. Effectivement. La saison, premier match à Francis Leblay, ça va démarrer, ça va arriver très vite, dans 10 jours, contre Lens, une équipe de Lens en pleine mutation, on va dire. Pas mal de matchs amicaux déjà joués avec pas mal de buts, un peu la signature de Lens. Je pense qu'il vaut mieux les jouer à la première journée qu'à la 10e. Clairement, il va peut-être y avoir un petit laps de temps pour s'habituer notamment à deux départs assez conséquents de Fofana et d'Openda. Donc ce sera le 13 août à 13h. Quels adversaires, quels pour le Stade brestois qui va évidemment jouer le maintien, ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, pas de 11e place ou de 10e place cette année. Est-ce que pour vous d'abord en tout cas au 2 août, puisqu'on enregistre ça ce mercredi 2 août, est-ce que l'effectif a progressé par rapport à l'année dernière? Compliqué à dire, renforcé sur certains points et affaibli sur d'autres. Je vais quand même dire oui, parce que Satriano, parce que Jonas Martin, et parce qu'il y a eu la progression en fin de saison dernière de certains joueurs. Donc je vais quand même dire oui. Ou en tout cas, non. Je sais pas si c'est meilleur, mais on a plus de certitude que l'an dernier. L'an dernier, on avait beaucoup d'espoir, mais qui reposaient sur des gens dont on ne connaissait pas la forme physique, dont on ne connaissait pas le niveau, dont on ne connaissait pas l'investissement. Aujourd'hui, on a ces informations-là sur nos joueurs. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant ? C'est vrai que parce que même niveau question recrutement, on prend ce qu'on avait déjà. Même là, on n'innove pas. Alors pour Satriano, c'est très bien, parce que je suis d'accord avec toi Yann, je pense qu'offensivement, on a une corde supplémentaire à notre arc.
Quant à Mounier, Le Doiron, Satriano, Del Castillo, alors on a perdu Honora, mais qui est dans un profil totalement différent de Satriano. Je pense d'ailleurs que Axel Camblan peut aussi, s'il a progressé avec Concarneau, gratter du temps de jeu. Et autant tu disais, Yann, qu'Adrien Lebeau, tu le voyais bien ne pas faire de match cette année, et je suis assez d'accord avec toi, autant Axel Camblan, je pense qu'il aura plus de temps de jeu cette saison. D'ailleurs, l'entraîneur a l'air de l'apprécier. Lui a l'air de faire ce qu'il faut à la fois à l'entraînement et en match. D'ailleurs, il a marqué un beau but contre Concarneau en amical. Je pense qu'il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et d'être un garçon intelligent, capable de progresser. Alors, est-ce que la marche de la Ligue 1 sera trop élevée pour lui? On le verra cette année, mais en tout cas, j'ai des espoirs en lui. Offensivement, ça me semble plutôt correct à Brest. J'aurais bien aimé qu'Honora quand même soit remplacé. Je ne sais pas s'il y aura les moyens de le faire. Au milieu de terrain, remplacer Belkebla par Jonas Martin, ça me paraît pas déconnant, et je pense qu'on va en gagner en qualité technique. Avec Camara, Magnetti, on a ce qu'il faut également, et Pierre Lesmelou évidemment. Et c'est derrière que je suis un petit peu plus perplexe. Alors si dans les buts avec Bizot on est tranquille, c'est le latéral gauche et latéral droit. Alors si là ça me va très bien, mais pas de remplaçant vraiment sûr. Et à gauche, Loco, je suis un peu perplexe. Pareil que toi, Yann, j'ai vu contre Guingamp, c'est insuffisant pour le juger, mais on a vu l'année dernière, il n'a pas été capable de prendre la place de Jean-Kévin Duverne, qui n'évoluait pas vraiment finalement à son poste de prédilection lui-même, même s'il a fait quelques bons matchs en fin d'année, il était quand même particulièrement irrégulier. Et le fait que Loco, qui lui soit un spécialiste du poste, ne lui ait pas pris la place, ça me semble un peu bizarre. Donc pour moi, Brest va devoir se renforcer. Je ne sais pas si on est plus ou moins avancé que l'année dernière, parce que le mercato n'est pas terminé, on fera peut-être le point début septembre. Mais en tout cas, il y a des manques dans cette équipe, et principalement derrière, à mon sens. A priori, en tout cas, les manques sont ciblés. Je pense qu'à latéral gauche et un ailier droit. Oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tout à fait. On n'ira pas plus loin, et ensuite chaque départ doit être remplacé par un vis-à-vis, on va dire, quelqu'un qui remplacerait éventuellement par exemple Christophe Herrel, si un défenseur central venait à quitter le navire, il faudrait remplacer par un défenseur central. Et éventuellement un latéral droit. Un latéral droit plutôt à potentiel, on va dire, parce qu'effectivement, si Kenny Lala venait à se blesser, on n'aurait pas le couteau suisse Jean-Kévin Duverne pour les remplacer. Mes questions, j'en ai discuté avec Yann juste avant de démarrer. Fanche, tu n'étais pas là. Je vais te poser la question à toi, mon cher Fanche. Est-ce que Jean-Kévin Duverne sera brestois au 2 septembre? Oh, la pression. Est-ce que vous avez, alors avant de répondre à la question, c'est peut-être un peu biaisé, mais est-ce que vous avez regardé s'il y avait des rumeurs sur lui récemment ou pas? J'ai pas regardé, moi. S'il y avait des contacts ou quelque chose. Rien du tout. D'accord. C'est possible. C'est possible, mais alors ça serait Stade Brestois. Oui, ce serait très Stade Brestois. Ce serait d'autant plus que maintenant que Ronen est parti, il y a une place libre. Alors, je sais pas si Loco il serait super content de voir revenir Duverne. Moi, je serais. Alors, s'il y a personne et qu'on a été capable de prendre personne, je serais content de le voir revenir. Mais je me dirais, c'est quand même un énorme gâchis de ne pas avoir profité de ces 3 mois de mercato pour prendre un vrai latéral gauche. Je sais pas, je suis mitigé. La question se pose, en tout cas, la question est légitime. Ce serait très brestois de faire revenir Duverne le 31 août. Mais pour l'instant, à l'état actuel des choses, je me dis que Lorenzi a peut-être et le joueur ont peut-être un petit peu trop de fierté pour finalement se trouver un accord, alors qu'ils n'ont pas été capables de le faire sur les 6 derniers mois. Donc pour l'instant, je dirais non. Et vous aviez dit. A priori, c'était sur le salaire, quoi, ça déconnait. Qu'aviez-vous dit? C'est vrai qu'il préfère sûrement toucher un salaire, ce qu'il avait que rien, quoi. J'imagine. Peut-être que lui fera l'effort aussi, je sais pas. Qu'aviez-vous dit, vous? Je crois qu'Yann avait dit oui. Pas oui. J'avais dit 30 août, 23h50, Jean-Kévin Duverne signe à Brest. Le 30 août, sûr. Et moi, j'avais pas d'avis, j'avais juste posé la question. Moi, je l'espère pas, mais ce serait très brestois, donc c'est pour ça que la pensée m'est venue. Mais oui, finalement, j'avais déjà expliqué mon point de vue dans les bilans, mais ce serait pas trop mon truc. Après, il a l'avantage de pouvoir jouer à droite et à gauche. Enfin, d'essayer de jouer à gauche, de faire ce qu'il peut à gauche. Mais il peut jouer à droite, ça c'est sûr qu'il peut jouer à droite. Mais par contre, il faudrait pas qu'il arrive en titulaire. Et alors, pour faire la saison avec Loco et Ronen, on n'était pas serein. Faire la saison avec uniquement Loco, on n'est pas plus serein. Et faire la saison avec Loco et Duverne, on n'est pas plus serein non plus. Donc, il faudrait vraiment trouver un taulier, parce que finalement, alors Ronen était censé remplacer Romain Perrault, mais on n'a pas eu de latéral gauche solide, viable, presque talentueux. Romain Perrault était talentueux, mais on ne demande pas à quelqu'un qui est nécessairement talentueux, juste quelqu'un de fiable. Un peu un Kenny Lala à gauche, quoi, ce serait très bien. Pour remplacer enfin
Romain Perrault, parti pour plus de 10 millions d'euros. Où est l'argent? Alors, les rivaux probables du Stade Brestois, Metz, Le Havre, évidemment. Qui vous mettriez avec ces deux clubs? Est-ce que des équipes comme Lorient, Strasbourg peut-être pas. Lorient, on a discuté un peu brièvement, pourquoi pas. Après, il y a des Toulouse qui va jouer la Coupe d'Europe, qui a perdu pas mal de cadres, des Nantes qui jouent avec le feu effectivement depuis plusieurs saisons, qui a eu très très chaud la saison dernière. Pour moi, Clermont, ça jouera avec nous. Et après, on n'est jamais à l'abri dans une saison à 18 clubs. Ça va aller beaucoup plus vite. Il y aura moins la place à l'erreur. Il y aura, si tu travailles mal, c'est mathématique, mais tu as plus de chances de descendre dans une Ligue 1 à 18 clubs qu'une Ligue 1 à 20 clubs. Donc, selon vous, quel rivaux principal dans cette course au maintien pour le Stade Brestois? Combien sera-t-on? Est-ce qu'il y aura un tiers qui va jouer l'Europe, un tiers qui jouera rien et un tiers qui jouera le maintien? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de tiers qui jouera rien dans ce championnat, d'autant que... Il n'y aura pas de ventre mou? J'ai du mal à imaginer un ventre mou dans une Ligue 1 18 clubs. Alors, la question était justement sur toi qui regarde beaucoup la Bundesliga, qui est, si je me trompe pas, exactement dans la même configuration que la Ligue 1 désormais, c'est-à-dire 18 clubs, 2 qui descendent, un barragiste, et je pense globalement à peu près le même nombre de clubs, un petit peu plus, peut-être, qui sont qualifiés en Coupe d'Europe. Cette année, alors c'est cette année ou l'année prochaine que le 4e sera en Ligue des Champions? Je crois que c'est cette année, en barrage. Donc il y aura énormément de clubs qui vont se battre pour l'Europe. Il y a beaucoup de clubs qui vont tout faire pour éviter la 16e place et celle d'en dessous, évidemment. Et donc finalement, entre la 15e et la 7e place, je vois pas des équipes se balader en étant tranquilles. Celle qui sera 12e, 13e devra nécessairement regarder derrière, et celle qui sera 9e, 8e va forcément vouloir regarder devant. Donc je pense qu'on aura une Ligue 1 à deux vitesses, une Ligue 1 avec des clubs qui seront gourmands et qui auront de l'ambition, et une Ligue 1 qui sera composée de clubs qui tout simplement voudront survivre, dont on fera évidemment partie. Tu as cité les rivaux logiques, Metz, Le Havre, pour moi c'est avec eux clairement d'abord qu'on est en rivalité pour le maintien. Je pense que Le Havre travaille bien, mais n'a pas les garanties non plus, n'apporte pas les garanties aujourd'hui sur un maintien comme pouvait peut-être avoir Toulouse l'année dernière, où je voyais mal Toulouse descendre. Cette année, je mets pas ma main à couper que Le Havre se maintient, mais c'est l'habitué de l'ascenseur, donc je pense que c'est assez notre niveau. Bon, je pense même qu'on est supérieur à Metz avant de commencer le championnat. Lorient-Strasbourg, pour moi, ont passé un cap vraiment avec les investisseurs, surtout Strasbourg, tu as raison. Mais après, est-ce que les joueurs qui vont venir à Strasbourg, qui sont prêtés par Chelsea, est-ce qu'ils ont envie d'être là? C'est aussi une question. Est-ce que les mecs, je sais pas, est-ce qu'un Wai qui vient de Montpellier, qui va à Chelsea, si on le prête à Strasbourg, si ça se fait, est-ce qu'il a envie de bouger pour Strasbourg alors qu'il était à Montpellier avant? Je suis pas certain. Et après, j'ai d'autres clubs qui me semblent, j'avais mis dans le petit document qu'on a fait ensemble, effectivement, et t'as cité Quentin, c'est Toulouse. Comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer la coupe? On l'a vu Nantes l'année dernière qui a failli couler à cause de la coupe d'Europe. C'était l'Europa League, si je dis pas de bêtises, plus un parcours en Coupe de France. Et du coup, le FC Nantes, évidemment, qui n'a pas de coach diplômé, qui fait un recrutement assez... Ronald Gabriel, point d'interrogation, est-ce que c'est suffisant? Voilà. J'allais dire assez curieux, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas, qui viennent de Turquie notamment. Alors ça peut très bien prendre, comme ça peut être la catastrophe. Donc Nantes, je pense, jouera plus dans notre championnat à nous. Je vois Clermont, comme toi, Quentin, ne pas forcément pouvoir reproduire la même saison, parce qu'ils seront attendus, contrairement à l'année dernière, où tout le monde les prenait un petit peu de haut peut-être. Je mets une petite pièce sur Montpellier. Montpellier, il y a un article dans l'équipe aujourd'hui où ils sont très sereins, ils veulent rêver, leur nouveau stade qui devrait arriver, ils vont avoir beaucoup d'argent avec les ventes et tout. Mais rien ne me dit. Après, ils ont Der Zakarian qui est quand même un spécialiste du maintien. Et voilà, je pense que après les équipes comme Reims, tout ça sont à peu près tranquilles. Lyon aussi, j'entendais des gens qui disaient attention, l'Olympique Lyonnais peut pas recruter. Pour moi, ils sont pas du tout dans la lutte pour le maintien pour l'instant, même si ce sera une saison compliquée pour eux. Mais voilà, je pense que pour Brest, ça va être chaud. Ça va être très chaud cette année. Je vois une équipe de Brest qui va se maintenir, mais peut-être en fin de championnat et terminer à une 15e, peut-être en barrage. Et les barrages ne seraient pas forcément une super opération cette année, parce qu'il y a beaucoup de niveaux en Ligue 2 aussi. Donc, à mon avis, le barragiste, cette année, autant les années précédentes, le barragiste était tranquille, autant cette année, il y aura un vrai jeu, un vrai match avec le club de Ligue 2. Je peux pas dire plus optimiste, mais là, je pense que un peu comme la saison dernière, on aura un ventre mou à 3-4 équipes, tranquillement. Et la question, c'est qui on met dans ce ventre mou. Et surtout, en fait,
il y a un élément à garder en tête, c'est que tous les ans, on a une surprise d'une équipe qui sous-performe assez largement. J'ai fait mes études, c'est calculé, ça sera le Stade de Reims. Pour moi, le Stade de Reims, ça va être extrêmement compliqué, malgré un mercato ambitieux, malgré des moyens. Je sens que ça peut être une saison très compliquée pour eux. À l'inverse, Clermont, voilà, pour moi, c'est la saison dernière qui est une exception, même statistiquement, en fait. On regarde, Clermont a surperformé largement et devrait revenir à sa place. Donc, ça fait déjà pour moi 2 équipes qui sont, quoi qu'il arrive, à notre niveau. Comme Franche, je considère que Metz, c'est derrière nous. Nantes, il y a quand même 4-5 ans que ça commence à puer. Il y a un moment, il faut que ça se paye. Donc, honnêtement, je suis... Comment dire, l'an dernier, je pensais qu'on pouvait être la bonne surprise. Je pense pas que ce soit le cas cette saison, mais je me sens assez serein et finir à une 14e, 13e place sans trop trembler. Voilà, en synthèse. Et je rajoute, mais ça, sur mes pronostics de fin de saison, attention à Lorient. Lorient, ça peut vite vriller. Il y a aussi l'idée que nous, on est... Alors, d'autres clubs évidemment aussi, mais certains clubs comme Lorient, Strasbourg, là avec les nouveaux fonds, les recrutements qui sont un petit peu plus importants que d'habitude, les joueurs comme Fèvre qui signent pour plus de 15 millions d'euros, etc. Enfin, même s'il est prêté par Bournemouth, mais on a compris l'idée. C'est peut-être des clubs qui vont, Toulouse qui va jouer la coupe, Nantes qui se veut être un grand club français, vont pas forcément partir dans l'idée que le maintien est l'objectif initial du club. Alors qu'à Brest, on sait, on a un objectif, c'est le maintien, on connaît la recette, ça fait 4 ans qu'on arrive à se maintenir tant bien que mal, parfois. Mais les joueurs sont programmés pour ça, les joueurs sont absolument focus sur cette idée-là, il n'y a pas d'idée d'aller chercher l'Europe, d'aller chercher le milieu de tableau, même si Lorenzi dit que l'objectif c'est de faire le mieux possible. On a l'objectif maintien en tête, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur quelques arguments, sur le stade Francis Deblé, sur des coups à l'extérieur, sur la deuxième partie de saison l'année dernière avec Éric Roy, avec une complicité avec l'entraîneur. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Brest sait où il va. Est-ce que l'effectif sera taillé et sera assez costaud pour atteindre justement cet objectif-là? Je ne sais pas. Mais au moins, c'est déjà bien de savoir quelle est la ligne de direction, quelle est la ligne de route et quel est l'objectif numéro 1 de cette saison. Et le seul objectif d'ailleurs, c'est de se maintenir en Ligue 1. Et je pense que c'est assez clair pour tout le monde et c'est un avantage pour Brest. Et clairement, à ne pas sous-estimer la dynamique. La dynamique d'Éric Serge-Roy, bien sûr. La dynamique d'Éric Serge-Roy depuis qu'il est arrivé. 29 points. C'est très très positif. Une équipe comme Lorient, par exemple, a fait une deuxième partie de saison très très moyenne, bien en dessous de ce qu'a proposé le Stade brestois. La dynamique est positive côté brestois, donc on peut imaginer quelque chose de plutôt intéressant en début de saison. Maintenant, il ne faudrait pas que la dynamique vienne se briser au bout de 5 matchs. Après, c'est sûr que avec le début de saison que propose le calendrier, ça va être difficile d'acquérir des points d'entrée de jeu. Il y a juste le déplacement au Havre qui est, on va dire... On ne va pas le louper. Ouais, c'est ça, c'est la seule équipe parmi les 5 premiers qui jouera avec certitude presque le maintien. Il y a une équipe comme Lens, bien sûr, c'est toujours mieux de les jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, à la première journée plutôt qu'à la 10e après pas mal de chamboulements au mercato. Ensuite, tu as du Marseille, du Rennes, Reims, Lyon, Nice. Bon, c'est solide, quoi. Surtout Reims à Reims. C'est difficile, mais ouais, la dynamique, je pense que c'est un argument à ne pas sous-estimer, la dynamique qu'a apporté Éric Serge, avec Serge et son point rageur vers la route de Quimper. On va dire que l'opération maintien ne s'est pas arrêtée en mai, mais elle continue et c'est un peu avec la même mentalité, je pense, que les joueurs vont démarrer la saison et on a bien compris dans les paroles de l'entraîneur que rien n'était fait. Par exemple, quand on voyait ce qu'il se disait avec du côté de Nantes, même en fin de saison dernière, ils avaient vraiment la certitude qu'ils allaient se maintenir, notamment l'entraîneur Comboiré. Au final, il n'a pas fini la saison et ils se sont maintenus à la dernière journée. Donc, il y a une différence entre dire oui, il n'y a pas de souci les gars, un peu comme nous l'année dernière à cette période de l'année. Et on était jeunes, on était insouciants, on avait un an de moins. On se disait 11e, 10e. Je pense que là, nos idées ont été largement refroidies et qu'une 15e place, ça nous suffira amplement encore une fois. Petit point calendrier, puisque tu en parles. Précision, on joue Marseille, si tout va bien, entre 2 matchs de Coupe d'Europe pour Marseille. C'est-à-dire que s'ils passent le Panathinaikos, ils ont leur 3e tour de barrage pour la Ligue des Champions et le match aller sera juste avant et le match retour juste après. Donc, sur le coup, c'est pas impensable d'avoir une équipe de l'OM remaniée.
Et autre point sur le calendrier cette année, alors pas de Coupe du Monde, comme l'année dernière on avait prévenu, tout le monde est au courant, mais lorsqu'on a fait le podcast de présentation de la saison dernière, nous avions évoqué cette Coupe du Monde. En revanche, il y a une Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Donc ça peut aussi perturber certains effectifs. Alors je regardais un petit peu les différentes équipes engagées où elles étaient dans leur groupe de qualification. Visiblement le Bénin est complètement largué avec 2 points, donc Steve Mounier ne devrait pas y aller. Après je sais pas qui pourrait partir dans notre effectif. Achraf Zahri avec le Maroc. Le Maroc est quasiment qualifié aussi. Alors généralement la CAN c'est en janvier, c'est ça? Ouais, là c'est en janvier cette année. Et pour le coup, donc en championnat, on aura 2 matchs en janvier. Un seul au cœur du mois de janvier, donc ce sera contre c'est 13 janvier, 11 février. 13 janvier, 11 février. Ok, donc c'est évidemment les joueurs partiront un peu avant, les joueurs sélectionnés. Donc on a Montpellier le 13 janvier, Paris le 28, Nice le 4 février et ensuite Clermont le 11. Donc on peut imaginer qu'il y aura peut-être 2 matchs Montpellier et Paris où il manquera des joueurs, éventuellement Nice si le Maroc fait une belle prestation. Mais il n'y a que 3 journées, ou voire 4 pour ceux qui iront en demi et en finale, où les clubs seront vraiment amputés de leurs meilleurs éléments africains. Et sinon, pour revenir sur Eric Serge, qui donc a rempilé pour 2 saisons à Brest, est-ce que dans ces prises de parole, vous ne sentez pas une différence entre le Eric Serge de la période janvier-mai où il était objectif maintien sans se projeter sur la suite, et vraiment maintenant où je le trouve plus, alors j'ai peut-être pas plus investi parce qu'il était investi évidemment, mais lorsqu'il parlait entre le février et le mois de mai, ou début juin en tout cas, j'avais l'impression qu'il était là, mais pas forcément qu'il se projetait dans le club et dans à plus ou moins long terme. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il est investi dans sa mission, et le coup de gueule après le match contre Rennes en disant que des joueurs n'étaient pas à leur niveau, etc. Je trouve qu'il a pris un petit peu de corps et d'épaisseur dans ses propos, dans ses conférences de presse, etc. Et ça me semble intéressant. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. On avait eu un débat sur il fallait le prolonger ou pas. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça donne après 2 mois de reprise? Écoute, moi, je l'attendais aussi un peu sur le côté mercato, puisqu'il a une expérience de directeur sportif, et on peut pas non plus dire qu'il a apporté tout un tas de réseau du côté de son mercato. Après, je sais pas à quel point il a été consulté via son parcours de directeur sportif. Après, je t'avoue que j'ai pas trop fait attention à ce qu'il a dit, à part ce qu'il a récemment sur le portrait du club. Mais par contre, maintenant qu'il est là, on va faire avec, et disons que je sais pas trop si on aurait pu trouver mieux en tant que Brest. Moi, je vais à la guerre avec Eric Serge. En fait, ce que tu évoques, Franche, pour moi, c'est juste logique, parce que l'an dernier, quand il arrive, il n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire que si Brest descend, c'est pas de sa faute. Il arrive dans une situation catastrophique. Et voilà, c'est un peu, on verra. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est pas vraiment de ma faute. Là, il démarre une nouvelle saison, c'est lui qui est en charge. Donc forcément, il est responsable. Si ça se passe mal, ça sera le premier responsable. Ça sera le premier à sauter. Et il le sait, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc c'est aussi pour ça que son discours est peut-être plus adapté et pensé plus sur une longue durée, et où il se responsabilise davantage. Oui, moi, je trouve ça positif. Oui, voilà, t'as raison de dire que c'est logique, mais est-ce qu'on a quand même le droit de le saluer en tout cas, et de dire qu'il y a une évolution, et qu'il a l'air de prendre complètement à bras le corps toutes les missions et les responsabilités qui lui incombent désormais. Mais ok, je suis d'accord avec vous. Alors, quelques petits peut-être pronostics pour terminer. Je vais vous poser 2-3 questions là rapidement. Vous me répondrez très rapidement. Brest va-t-il se maintenir? Yann? Oui. Franche? Oui. Très bien. Éric Serge-Roy finira-t-il la saison en Stade Brestois? Pour moi, c'est oui aussi. Finalement, les 2 questions sont presque un peu liées. C'est ça. Pour moi, oui, il va rester. Il va se maintenir à son poste, il va maintenir l'équipe. Yann, même avis? Joker, je dirais plutôt oui, mais je serais pas surpris que ce soit non. Après, pour limoger, il faut des sous. Je le vois bien partir. Oui, donc oui, c'est oui. Martin Satriano finira-t-il à plus ou moins de 12 buts? Pour moi, ce sera moins. Pour moi, ce sera plus, ce sera 13. Et 35, c'est plus.
Quelle sera la révélation de la saison côté brestois? Moi, j'ai envie de dire, alors, c'est pas une révélation parce qu'on l'a vu sur la deuxième partie de saison dernière, mais j'ai envie de croire en Lilian Brassier. Oui, je trouve que c'est trop facile Lilian Brassier, donc je vais dire Axel Camblan. J'aurais dit Axel Camblan aussi. Moi, j'avais oublié Axel Camblan. Et ça ferait plaisir à tout le monde en plus. Tout à fait. Quelle sera la déception de la saison en tant que joueur? Ah, moi, alors, c'est dégueulasse, hein, parce que enfin, et tu me poses la question. C'est vrai que c'est dégueulasse. Faut bien en trouver une, mais Bradley Loco, je suis pas fan, quoi. Yann? Ici, Jérémy Le Doron, mais juste par rapport à sa saison dernière. Je pense qu'il va revenir à son niveau de la saison précédente. Ouh. Christophe Ferrel sera-t-il brestois au 31 août? Non. Oui, parce que personne n'en veut. En tout cas, pas à ce salaire-là. Et enfin, monsieur, un petit pronostic libre? Alors, l'évidence, c'est que le maintien du Stade Brestois passera par un grand Marco Bizotte. Selon moi, c'est indiscutable. Alors, un pronostic libre, je vais dire qu'est-ce que je pourrais dire comme connerie qui ne va pas se vérifier? Je vais dire que la révélation, alors pas la révélation, mais que le taulier cette saison sera Romain Del Castillo, s'il est préservé de ses blessures qui peuvent parfois lui couper le rythme et l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. Alors, premier pronostic, c'est que Romain Del Castillo va être le taulier de la saison. Et deuxième pronostic, j'y crois et j'ai envie de le voir pour une fois, Brest va s'imposer à Nantes cette année. Ouh. Oh, le coquin, il m'a volé un de mes pronostics. Ah, pardon. Là, on passe dans le surnaturel. Et oui. De toute façon, c'est soit la Beaujoire, soit le Parc des Princes. À un moment, il faut choisir. Le Roison Park aussi, ce serait bien. C'est vrai. De mon côté, j'ai 3 pronostics. Le premier, donc, c'est la victoire à la Beaujoire. Je l'avais. Le deuxième, c'est cette saison, un joueur du Stade Brestois marque un triplé. Je ne dis pas qui. Christian Batocchio. Voilà, peut-être. Martin Satriano. Oui, c'est un peu l'idée. Et mon troisième, là, je prends des risques. Le Stade Brestois se maintiendra officiellement le week-end du 11 mai après une victoire face au Stade de Reims à Francis Leblay. C'est la 33e journée, donc l'avant-dernière. Ah putain, c'est vrai que c'est 33e. Question pour vous. Est-ce que Franco Nora sera remplacé par un joueur qui fera 5 buts, 5 passes décisives? Non. Il ne sera pas remplacé tout court, en fait. J'ai peur qu'il ne soit pas remplacé tout court. Et je vois, si on arrive à le remplacer, Franco Nora, par un joueur qui fait 5 buts, 5 passes décisives, en plus de ce qu'on a offensivement, on n'est pas bien, on est pas mal. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas d'ailier droit titulaire, en tout cas. C'est vrai. Et toi, Quentin, alors, sur tes pronostics libres, est-ce que tu as quelque chose? Alors, on ne sera pas maintenu ou relégué avant la dernière journée. Ça va se jouer le dernier match à Toulouse. À Toulouse, ça se jouera. Aïe. Je ne sais pas exactement si une défaite suffira. C'est possible qu'on ait peut-être, 2 points ou 3 points, voire 3 points d'avance sur la zone rouge avec une différence de but presque égale à notre poursuivant ou l'équipe qui nous suit ou qui nous précède, pardon. Et l'autre pronostic, c'est on gagne les 2 matchs contre Lorient. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario où on gagne les 2 matchs contre Lorient et l'équipe qui nous poursuit, c'est le FC Lorient? Moi, ça me plaît bien. Alors moi, je vois Le Havre-Metz et Clermont 16e et Lorient pas loin de nous, vraiment à 2-3 points, voire peut-être un peu derrière. Sur ce, est-ce qu'on est bon? Oui, on pourra ressortir tout ça dans un an. On a décidé de faire un peu moins de pronostics puisqu'on a vu que c'était catastrophique d'une saison à l'autre. Histoire de moins passer pour des cons, même si évidemment nos chers auditeurs ont l'habitude désormais d'entendre des conneries à tort et à travers. Effectivement, on s'en souvient l'année dernière, à chaque fois qu'on faisait un podcast, les matchs suivants, rien n'était bon. La dynamique s'inversait. Peut-être donc, parce que éventuellement, si jamais on démarre la saison correctement, c'est pas impossible que cet épisode 90 soit le dernier de la saison. Mais peut-être qu'il faut aussi voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que les joueurs nous écoutaient quand ça allait pas, ils disaient ils ont raison, il faut qu'on se bouge. Et lorsqu'on faisait l'éloge, ils disaient vous avez vu, les grands connaisseurs ont dit qu'on était bon, alors ils se reposaient. Quand on va être 4e et qu'on va les critiquer, attention. Attention. Ouais. C'est notre vie de grand connaisseur, ça, c'est comme ça. On est grand connaisseur ou on l'est pas, qu'est-ce que vous voulez.
J'espère que vous avez apprécié le nouveau générique d'ailleurs. On peut remercier Yann Oui, pour on salue Yann, bien sûr, pour cette œuvre réalisation de grande qualité. Et on salue également toutes les personnes qui, sur Twitter, ont proposé leurs idées. Il y a eu de très très bonnes idées, vraiment de certaines dont on ne connaissait pas l'existence d'ailleurs, en tout cas de mon côté, vraiment excellent et qui ont permis de réaliser cet excellent podcast. Messieurs, on se donne rendez-vous dimanche en 8, le 13, à 13h, un peu avant peut-être, vers midi et demi. Pour le début de la saison à Francis Leblay, on a hâte d'y être, surtout contre un adversaire quand même plutôt attrayant. On se souvient que l'année dernière aussi ça s'était plutôt mal passé, ça s'était bien passé pour Brest. On va dire que il y a eu des polémiques, bien sûr, la main sur le but brestois. Donc et quelques bagarres, il y avait eu quelques échauffourées, ça me parle sur le terrain. On avait essayé de le rentrer dedans, donc on espère la même chose. Et à tout le monde, bonne fin de préparation, on va dire. J'espère que tout le monde se met en forme pour être là le jour J. Et évidemment, allez Brest, et à la prochaine. Allez Brest. Allez Brest. Un des meilleurs